Il y a un an, la chaîne M6 diffusait un reportage sur Olivier Giroud après son titre de champion du monde en 2018. Si c'était parfois plus proche du magazine People que du documentaire sportif, il y avait pourtant un moment vraiment intéressant. Et il concernait Robert Pires. Dans une séquence du reportage, Olivier Giroud va rendre visite à l'ancien champion du monde 98. Ils se mettent alors à parler d'un sujet qui fait peur à tous les footballeurs, la retraite. Honnêtement, et je pense que c'est ce qui va lui arriver, c'est dur d'arrêter, très dur. C'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper. Tant que ton corps te le permet, il faut jouer, il faut profiter. Ouais. En fait, l'arrêt est assez brutal. Quelques instants plus tard, c'est Jessica Pires, la femme de Robert Pires, qui revient sur cette période. On peut parler de dépression parce qu'en fait, pendant 25 ans, il avait un programme. Tous les matins, il se levait, il savait où il allait, il savait ce qu'il allait faire. Et un jour, tout s'est arrêté et il était complètement perdu. Donc, on va dire que les 15 premiers jours, c'était cool. Il pouvait dormir, il pouvait faire ce qu'il voulait. Et au bout de 15 jours, il s'est rendu compte, je sers à quoi en fait ? Dans le monde du foot, on donne un surnom à la retraite sportive, la petite mort. Après des années d'émotions sur les terrains, il faut à un moment revenir à une vie normale. Et c'est évidemment pas facile pour tous les footballeurs. On s'est donc posé plusieurs questions. Pourquoi est-ce que c'est aussi dur pour un footballeur d'arrêter sa carrière ? Comment est-ce qu'on vit ce changement de vie ? Et surtout, est-ce qu'on peut survivre à la petite mort du football ? Et pour répondre à ces questions, je suis allé discuter avec différentes personnes qui travaillent sur le sujet. Julien Cardi, un ex-joueur pro qui a récemment raccroché les crampons, Delphine Herblin, psychologue du sport, Sophie Baudin, sociologue spécialisée sur la question, et Philippe Lafont, directeur général de l'UNFP, le syndicat des joueurs de foot pro en France. Et vous allez voir, arrêter le football, ce n'est pas une fatalité. Je suis Sémia Haddad et je suis avec Brice Bossavi qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le 10e et dernier épisode de cette saison de Football Society, un podcast du groupe Free. Pour commencer à comprendre ce que la retraite représente quand on est footballeur, on a voulu parler avec une personne directement concernée par le sujet, un jeune retraité du football français. Si vous êtes supporter toulousain, ça devrait vous faire plaisir. J'ai passé un coup de fil à Julien Cardi. Révélé avec le TFC et la génération Pitchoun, les jeunes de Toulouse qui ont fait remonter le club en Ligue 1 au début des années 2000, ce milieu défensif a ensuite joué en Ligue 2 avant de terminer sa carrière à Guingamp en première division en 2017. Et il t'a reparlé de ses derniers mois en tant que footballeur, qui n'ont pas été faciles. Moi, j'ai arrêté ma carrière à la fin d'un contrat que j'avais avec l'En Avant Guingamp en 2016. J'avais vécu une année précédente un peu compliquée parce que j'avais été blessé, j'avais eu une blessure au genou qui m'avait éloigné des terrains pendant un petit moment. Je m'étais bien rétabli, j'avais fait une année convenable sur ma dernière année de contrat, mais qui ne m'a pas permis de convaincre les dirigeants de prolonger là-bas. Donc j'ai vécu une période un peu particulière, un peu compliquée, de 6 mois où il fallait forcément s'entretenir tout seul, attendre et sonder un petit peu des clubs pour voir s'il y avait l'opportunité de pouvoir continuer et d'apporter mon expérience et puis donc de rentrer dans un objectif sportif qui était intéressant. C'est pas venu, je me suis laissé jusqu'au mois de décembre-janvier pour faire le point, parce que c'est quand même, je pense, un peu compliqué de ne pas forcément savoir si on va continuer ou si on arrête. Donc au bout d'un moment, il a fallu faire un choix, il a fallu trancher pour justement que ça soit clair dans ma tête. Donc ne voyant pas venir donc de propositions qui me conviennent pour continuer ma carrière, j'ai décidé de mon côté de mettre un terme à ma carrière en janvier 2017. Je pense que la meilleure fin d'une carrière, c'est quand on le décide, mais c'est quand aussi on considère que on peut pas aller plus loin, ce qui n'était pas forcément le cas pour moi. Donc ça a été un petit regret moi de ma part d'arrêter ma carrière comme ça. Mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui ont la chance de pouvoir mettre un terme à la carrière à la fin d'un contrat et en se disant j'ai assez donné, il faut que je passe à autre chose. Et je pense que l'après se vit de meilleure manière si on est acteur de sa décision plutôt que le fait de subir cet arrêt de carrière.
Sur vos dernières années en tant que joueur, est-ce que dans votre tête, c'était la reconversion, c'était quelque chose auquel vous pensiez, vous aviez anticipé, ou vous vous disiez plutôt on verra plus tard? C'est le véritable dilemme ou véritable problème quand on est en carrière, quand voilà on a la chance de pouvoir faire ce métier-là et de finalement avoir transformé une passion en métier. C'est vrai qu'on a envie de vivre le moment pleinement et ne serait-ce que de se poser la question peut ou pourrait, enfin selon les sportifs, remettre en cause un petit peu la longévité de la carrière, ce qui est pas du tout le cas, mais étant dans ce milieu-là depuis très longtemps, le sportif veut vivre le moment pleinement et se dire bon ben voilà, quand je sais que ma carrière va s'arrêter, mais j'aurai le temps d'y penser. Heureusement qu'il y a des personnes dans l'entourage du sportif, donc ses coéquipiers qui ont un peu plus de bouteilles, qui sont plus avancés dans l'âge, qui peuvent être confrontés donc à cette reconversion plus à un moment donné un peu plus tôt qu'un autre sportif. Lorsque le sport s'arrête pour un footballeur, il risque de perdre ses repères. Et comme le disait la femme de Robert Pires au début de cet épisode, c'est quelque chose qui peut être difficile à accepter pour certains. Je sais qu'il y en a qui, quand ils arrêtent leur carrière, veulent continuer dans un club amateur pour pouvoir continuer de jouer parce que c'est quelque chose qui leur manque, ils peuvent pas faire sans. Ça n'a pas été mon cas. Mais effectivement, il y a un grand changement entre la vie qu'on a vécue pendant plus de 20 ans, en prenant en compte les années de formation quand on est jeune et quand on est en centre de formation, où on commence à 15 ans. Et moi j'ai arrêté à 35-36 ans. Ça fait une vingtaine d'années. On peut pas balayer ces 20 ans comme ça. On a eu un rythme auquel on s'était habitué et forcément il faut tout recommencer. Donc ça peut être une source de stress, ça peut être déstabilisant. Moi, je l'ai pas forcément vécu comme ça parce que j'avais d'autres objectifs. Donc ma reprise d'études qui m'a de suite occupé et puis des idées, des projets à mettre en place avec des rencontres de personnes. Donc j'ai fait en sorte de rester toujours actif. Mais oui, des fois on se retrouve à la maison en étant seul et puis en n'ayant pas forcément d'activité et d'occupation. Donc je sais très bien que ça peut arriver et que ça peut s'enchaîner dans le mauvais sens. Quand des footballeurs professionnels parlent de la fin de leur carrière, on sent toujours une inquiétude. Comme si arrêter de jouer au foot, c'était une vraie source d'angoisse pour certains. Pour le comprendre, tu es allé discuter avec Delphine Herbelin. Elle est psychologue du sport et depuis des années, elle accompagne de nombreux footballeurs de Ligue 1, notamment ceux du RC Lens, avec qui elle travaille régulièrement. Et elle m'a expliqué pourquoi la retraite était une source d'angoisse pour les footballeurs. Pourquoi est-ce que la retraite pour un sportif, c'est souvent quelque chose d'inquiétant? En quoi c'est quelque chose qui est important et inquiétant? Là, c'est quand même une page nouvelle qui se tourne parce qu'on n'est plus rythmé par tous ces entraînements, ces obligations. Et surtout si on prend des footballeurs professionnels habitués à la pression, aussi aux émotions très fortes. Donc d'un seul coup, ils se retrouvent sans tout ça. Et même si on peut en parler avant, parfois, c'est ce qu'on peut faire dans l'accompagnement justement psychologique, on n'est quand même jamais préparé à cette nouvelle vie d'une manière générale, de savoir comment on va vivre une vie au jour le jour, où il n'y a plus ces objectifs permanents, il n'y a plus la compétition à préparer, il n'y a plus le stress. Et donc c'est vrai que c'est une phase où le footballeur va devoir se réinventer. Et on parle souvent finalement de changement d'identité quelque part, entre une identité qui a été fondée sur du sportif et puis là une identité qui va être fondée sur la personne. C'est de changer cette identité finalement, ça va être ça la problématique. Quelle différence vous voyez entre quand vous parlez d'identité du sportif et d'identité de la personne ? L'identité du sportif, c'est tout ce qui s'est créé justement autour du sport, donc du foot. C'est-à-dire quel joueur il était, quelle qualité technique, tactique, etc. Et ça, c'est indépendant de la personne et de sa personnalité, de ses qualités. Toutes ces relations amicales, on va dire la majorité de ces relations vont être construites aussi autour du football en général, de tous les clubs qu'il va faire, etc. Donc cette identité, le moi sportif,
sportif, on va dire, il est vraiment créé autour de la pratique, des relations qui s'est créées à l'intérieur. Donc c'est une personne dans un milieu particulier. Mais à partir du moment où on l'enlève de ce milieu, ça veut pas dire que c'est exactement la même personne ou qu'il va s'adapter dans un milieu professionnel, par exemple, autre. Donc l'identité sportive, c'est à quel point finalement la personne s'identifie au sportif qu'il est. Donc c'est ça qui fait la différence. Si un joueur s'est créé une identité sportive, ce qu'on appelle forte, c'est-à-dire que tout tourne autour du football depuis qu'il est jeune, quand s'arrête le football, en tout cas professionnel, où il va prendre sa retraite, c'est plus à risque qu'un footballeur, par exemple, qui a construit une identité qui est aussi au-delà, c'est-à-dire qui a fait des études, qui a des relations majoritairement en dehors du football. Et il y en a, des footballeurs aussi comme ça, pour qui le football n'est pas tout. Et là, ceux-là, forcément, vont avoir une transition plus facile parce que leur identité sera pas imprégnée uniquement du football. Donc tout se joue, en fait, de à quel point on s'identifie justement à son sport. Pour beaucoup de joueurs, la retraite change aussi le quotidien et les rapports aux autres, notamment avec la famille. Oui, ça chamboule énormément de choses en fait. Déjà dans la vie privée, en général, le joueur de foot est pas très présent dans sa vie personnelle et d'un seul coup, il va se retrouver énormément présent. Donc rien que ça, l'équilibre du couple peut être menacé parce que voilà, c'est les habitudes qui changent d'un seul coup. Aussi par rapport aux enfants, ça peut être la même chose. Et du coup, finalement, c'est encore une fois l'identité personnelle qui va être modifiée. Donc forcément, c'est des moments où le sportif se pose des questions sur lui-même aussi, encore une fois. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Mais aussi se retrouver devant un temps libre. Et ça, c'est vraiment... Il y a de l'ennui qui peut être généré et l'ennui peut provoquer une forme de dépression aussi. De pas savoir quoi faire de ses journées. Encore une fois, il y a des joueurs qui ont été... chouchoutés toute leur carrière, où il y a toujours des gens qui ont eu l'habitude de faire des choses pour eux. Finalement, ils n'ont pas l'habitude de remplir un emploi du temps comme classique, on va dire. Donc ce vide-là peut être vraiment ressenti de manière très forte chez certains. Et c'est là où il faut effectivement faire attention, puisque il y en a qui peuvent vraiment très mal vivre le fait d'être en inactivité, entre guillemets. C'est toujours le sentiment d'inutilité, de ne plus servir à rien. Et puis je pense que le paramètre qui est très très important, c'est le côté émotionnel, parce que ils ont vécu des émotions incomparables. Le sportif, il vit des émotions très très fortes, que ce soit négatives ou positives. Les compétitions génèrent des émotions qu'on retrouve jamais dans la vie de tous les jours. Donc le jour où on se retrouve, où il y a plus de match, il y a plus d'entraînement. Bon, les entraînements, les émotions sont quand même moindres, mais il n'y a plus de match. Comment on peut recréer ces émotions à l'intérieur de soi qui sont un peu addictives, les émotions de victoire, rien ne peut vraiment les remplacer dans la vie de tous les jours. Et c'est surtout ça qui crée vraiment un sentiment de vide et le fait qu'on se retrouve un peu à plat émotionnellement, quoi. Il y a la vie un peu banale, entre guillemets. Donc faut s'y préparer aussi. Tu as enfin demandé à Delphine Herblin pourquoi on associait autant la retraite sportive à une petite mort. Et il y a un lien avec le deuil. On l'assimile souvent à un processus de deuil où il faut passer par plusieurs phases pour arriver à accepter justement qu'on va passer d'un autre statut. Et ça se fait aussi plus ou moins bien en fonction des footballeurs finalement. Mais donc c'est vrai qu'un sportif et un footballeur qui prend sa retraite a... plusieurs phases comme un deuil quand il arrête sa carrière. Oui, en fait, on a un peu expliqué les phases de deuil. La première, c'est le déni. C'est celui quand on dénie la situation, on n'arrive pas du tout à accepter que effectivement du jour au lendemain, c'est ce qui se passe. On s'entraîne plus, on fait plus des matchs et on compte plus en fait aussi. On n'a pas parlé d'un paramètre, mais c'est aussi si c'est des professionnels, il y a le regard extérieur, ils sont voués à un public, aimés. Donc il y a tout ça qui disparaît aussi. Donc après cette phase de déni, il y a souvent des émotions assez fortes. On appelle ça une phase de colère où finalement le joueur peut être en colère de savoir qu'il va plus vivre toutes ces choses-là.
Ensuite, si la phase suivante, c'est la transaction, c'est-à-dire il réfléchit quand même aux avantages justement de passer à autre chose, et il y en a, heureusement, de la retraite. Et il y a aussi parfois une phase qu'on appelle de dépression, et là on va retrouver aussi plein de cas finalement dont on parle aussi maintenant, de sportifs qui arrivent pas du tout à retrouver des objectifs pour leur futur, et ça c'est vraiment la phase problématique. Et puis on va dire la dernière phase, c'est l'acceptation, et pour ceux qui ont trouvé des nouveaux objectifs, une nouvelle voie, ceux qui vont peut-être se diriger vers la carrière d'entraîneur par exemple. En tout cas, une reconversion, dans cette phase d'acceptation, finalement on accepte qu'on a été joueur et puis qu'on passe à autre chose, et justement à une nouvelle vie, un nouveau chapitre de sa vie. Former des hommes et pas uniquement des sportifs. C'est une notion super importante quand on parle de la retraite des footballeurs, parce que ça sous-entend autre chose. Les footballeurs sont plus que le sport qu'ils pratiquent, ils ont une place dans la société et elle change au moment de leur retraite. Sauf que là où la plupart des gens cherchent un nouveau sens à leur vie à 65 ans, eh bien pour les footballeurs, c'est à 35 ans que ça arrive. Pour comprendre comment on vit ce changement de rôle dans la société aussitôt, tu as passé un coup de fil à Sophie Baudin, qui est sociologue du sport. Elle est maître de conférences à l'université de Rennes et elle a réalisé une thèse entière sur la reconversion des sportifs professionnels. Et j'ai pu discuter avec elle de comment les sportifs changent de statut dans la société à leur retraite. La première chose qu'elle t'a dit, c'est qu'effectivement, les sportifs vivent un changement brutal et ils doivent alors se réinventer rapidement. Est-ce que d'une certaine manière, le sportif se retrouve un peu à avoir l'impression, peut-être à tort, de perdre sa place dans la société quand on lui dit d'arrêter de faire ce qu'il aime ? Oui, parce que quelle est l'identité du sportif ? C'est bien l'identité de ses médailles ou de ses places sur les championnats, etc. Donc on le connaît non pas qu'en tant qu'individu, on le reconnaît en tant que pourvoyeur de médailles ou de places dans les championnats diverses et variés. Donc là, oui, il va intégrer une société où il va être entraîneur. Alors quand ils intègrent le entraîneur, ils agissent aussi sur leur passé. Ils ont été sportifs de haut niveau, donc ils ont une légitimité. Mais quand ils intègrent une autre structure, là, il va falloir qu'ils fassent leurs preuves. Et plus ils sont âgés, plus faire leurs preuves, ça leur pose des questions, parce que c'est compliqué. Quand on arrive dans une société quelconque et qu'on connaît pas véritablement la culture de la société, c'est pas parce qu'on est sportif de haut niveau qu'on vous attend en faisant la hola. Il faut faire ses preuves. Et plus on arrête sa carrière tôt, plus c'est facile. C'est-à-dire que plus on reste longtemps dans la carrière, je vois les gens qui ont 30, 35 ans qui arrêtent leur carrière, c'est de plus en plus compliqué. Parce que ce temps long fait que on a de la distance avec, je dirais, un temps social, un temps ordinaire, qui est compliqué à encadrer. Finalement, quand on est sportif de haut niveau, on est exclu un petit peu de la société. Alors on est complètement inclus, bien sûr, mais on est un petit peu acteur de sa propre vie, mais en marge de la société ordinaire. Et ça, c'est compliqué à intégrer derrière. Est-ce qu'il y a eu des études qui montrent si les sportifs font une reconversion dans le sport ou en dehors du sport ? Est-ce qu'il y a des pourcentages ? Et deuxième question sur le même sujet, est-ce que c'est plus difficile de se reconvertir dans un domaine en dehors du sport que dans le domaine sportif quand on est un sportif ? On n'a pas vraiment de chiffres extrêmement clairs, parce que finalement, ce qui intéresse les gens, c'est la reconversion des sportifs qui ont été en équipe de France, etc. Mais vous avez tous ceux qui ont accédé à la filière de la haute performance et puis qui n'ont pas été ni médaillés ni rien du tout. Donc on a finalement très peu de renseignements à ce niveau-là. Et si vous avez été très bon dans votre sport et que vous avez vraiment la vocation d'être entraîneur, etc. Donc l'institution, les fédérations vont vous aider à passer les diplômes pour intégrer le monde sportif. Et puis par contre, vous avez des individus qui se reconvertissent parce que ils ont fait le tour du monde du sport et puis qui veulent aller ailleurs. Et pour le coup, alors il y a pas d'études véritables sur le suivi. C'est ça qui est un peu ennuyeux, c'est que une fois que vous avez quitté l'institution, on perd votre boîte mail, on perd
vos numéros de téléphone, et ça serait intéressant de savoir ce qu'ils sont devenus, finalement, dans quel métier ils se sont reconvertis. Ça, le ministère des Sports avait, fut un temps, la volonté de suivre ces sportifs-là, mais bon, ça a été arrêté parce qu'il n'y avait pas... je veux dire, les sportifs qui ont échoué ne répondent pas à ce type de questions-là. Parce que ils ont une reconversion moyenne et puis ils n'ont pas envie de dire qu'ils sont en grande détresse. Hein. C'est ça, il y a beaucoup de sportifs qui sont en grande détresse financière, hein, une grande précarisation des sportifs. Et ça, comme on a une image extrêmement positive, quand on est sportif de haut niveau, on ne veut pas dire qu'on a raté sa reconversion. Surtout, il existe dans l'opinion publique et dans le monde du sport une forme de mépris pour les anciens sportifs de haut niveau qui se sont reconvertis dans des métiers qui paraissent moins valorisants socialement. Et le meilleur exemple, c'est Stéphane Guivarch, ancien champion du monde 98, qui s'est reconverti dans la vente de piscines. Le champion du monde 98 a choisi le Finistère comme cadre de vie, loin des médias et de Paris. Fin de matinée ou début d'après-midi, et votre piscine est livrée lundi aussi. Stéphane Guivarch est aujourd'hui commercial, un commercial avec lequel les clients, forcément, adorent parler football. Ceux qui sont acharnés, ceux qui ont vécu cette Coupe du Monde, forcément, ils en parlent. Bon, on en parle au départ, bien sûr, sur le projet qui intéresse le plus la piscine, et puis après, au bout d'une demi-heure, on commence à évoquer le foot, et souvent, on peut parler plus de foot que de piscine, donc c'est ça qui fait le charme aussi. Mais bon, en même temps, le fait de trouver la passion des gens, si c'est sympa, et puis ils se sentent donc bien concentrés sur le sujet, et puis ça se passe très très bien. Il vend des piscines. Je trouve que c'est remarquable de vendre des piscines. Mais les autres rigolent de lui, quoi. Et bon, je trouve que c'est complètement impensable. Non, ça manque un peu d'indulgence quand même, un peu de bienveillance par rapport à la reconversion de certains sportifs. Mais justement, est-ce que les footballeurs sont accompagnés dans leur reconversion ? Et quelles solutions sont mises en place pour les aider ? Ce que je peux dire, c'est que dans les centres de formation, il y a un petit accompagnement, un accompagnement scolaire, etc. Après, le club, il y a des injonctions au professionnalisme quelque part, donc peu de clubs accompagnent ou alors délèguent, parce que les sportifs, une fois qu'ils arrêtent leur carrière, ils vont, pour certains, ils vont au pôle emploi, donc là, ils sont pris en charge. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas sur les clubs professionnels, il n'y a pas véritablement d'accompagnement. Par contre, le syndicat des footballeurs les accompagne. De quelle manière est-ce qu'ils les accompagnent ? C'est-à-dire qu'ils mettent en place des démarches pour reprendre des formations, pour mieux gérer leur après-carrière, etc. Donc là, il y a un véritable accompagnement. Depuis le début des années 90, l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, accompagne les footballeurs français dans leur reconversion. C'est ce que m'a expliqué Philippe Lafont, directeur général du syndicat. En dehors de son poste à la tête de l'UNFP, il est aussi président d'Europe Sport Reconversion, une association du syndicat qui accompagne les joueurs dans leur après-carrière. Et il m'a expliqué en quoi consiste cette association. Donc Eurosport Reconversion existe depuis 1990 et à l'époque, tout simplement, le directeur et vice-président René Charrier avait déjà la problématique des joueurs au chômage, donc a commencé à organiser les camps d'entraînement d'été que l'on fait pour les joueurs au chômage et a voulu aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement de ces joueurs qui finalement ne retrouvaient pas de contrat. Et une méthodologie de travail a été mise en place à l'époque avec un accompagnement pour les joueurs dont j'ai bénéficié en 93-94 en étant en fin de contrat avec Toulouse. Philippe Lafont est un ancien joueur de Ligue 1 et il a lui-même pu profiter des services de l'association. J'ai participé au stage UNFP. Et à ce moment-là, j'ai eu un accompagnement avec un questionnaire, un bilan de compétences
qui est fait à l'époque, un bilan aussi de parcours de vie parce que chaque footballeur a un parcours différent et donc ça permet de mettre vraiment sur papier à l'époque j'avais 24 ans donc c'était un parcours de vie qui était encore court mais avec le parcours au niveau études, au niveau de vie de famille, etc. Donc ça va assez loin dans le questionnement et ça permet d'engager la réflexion parce que le travail d'Eurosport Reconversion n'est pas simplement d'avoir un entretien avec une personne, de faire un test, d'appuyer sur un bouton et de lui dire tu vas être entraîneur, tu vas être commerçant, tu vas être pharmacien ou dentiste. Donc c'est vraiment de prendre en compte tout le parcours jusqu'à la vie des parents pour pouvoir aller sur les réflexions de formation. Et évidemment, dans un premier temps, on va pas directement sur un aspect de métier, mais surtout sur un aspect de formation qui vont permettre aux joueurs qui retrouvent un club ou pas, mais d'entamer le processus, puisqu'on sait tous que à un moment donné, il faudra arrêter la carrière et passer à autre chose. Aujourd'hui, l'UNFP est donc en capacité d'accompagner tous les joueurs de Ligue 1 dans leur après-carrière. Nous avons des chargés de mission qui sont répartis sur toute la France. Au travers de nos délégués régionaux UNFP, les services, les joueurs adhérents à l'UNFP connaissent les services qui sont à leur disposition, que ce soit le service juridique, le patrimoine, fiscal, l'assurance et la reconversion. Donc, quand ils ont un besoin, quand ils ont une envie de réfléchir, ils sont mis en contact avec le service de reconversion. Ce n'est pas le service de reconversion qui va faire une démarche active ou, on va dire, entre guillemets, commerciale. Parce que dans la reconversion, il faut avoir la motivation de la personne. On ne peut pas le faire à la place de la personne. Si le joueur n'est pas acteur de sa vie, de sa carrière, ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il y a ce premier contact et avec l'entretien que l'on propose au travers d'un bilan de compétences. Est-ce qu'il est ouvert plus pour dans l'aspect commercial? Est-ce qu'il est plus renfermé? Est-ce que il préfère le travail à court terme, à long terme? Enfin, différents aspects, des items qui permettent de cibler la personnalité du joueur. Avec tous ces éléments-là, il y a différentes phases de restitution, d'échange, pour arriver après à un plan de formation que l'on met en place avec le joueur. En France, il n'y a pas que l'UNFP qui propose d'aider les footballeurs à tourner la page du sport. Il y a aussi des entreprises privées qui proposent un accompagnement encore plus personnalisé. C'est justement le cas de Julien Cardi qui a fondé Sport Elyséum, une entreprise qui aide des sportifs à se reconvertir. En septembre 2018, il lance sa boîte pour combler un manque dans l'accompagnement à la reconversion qu'il avait lui-même remarqué après sa dernière année à Guingamp. Moi, j'ai souhaité apporter quelque chose en plus qui ne m'avait pas été donné pendant ma carrière, d'avoir un accompagnement plus poussé et plus individualisé, donc vraiment plus du sur-mesure, et d'avoir un plan d'action justement avec des étapes à franchir pour atteindre un objectif bien précis. Ce que moi, j'ai pas pu faire pendant ma carrière. J'ai utilisé les services et je suis pas là pour pouvoir critiquer ces services parce qu'ils avaient déjà l'avantage d'exister. Mais pour moi, l'accompagnement n'était pas suffisamment poussé et n'allait pas au bout des choses. Alors nous, avec Sport Elyséum, donc avec mes deux associés, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est de pouvoir proposer un accompagnement sur mesure aux sportifs qu'on construit de la manière suivante. On fait le point, on rencontre le sportif, on échange sur sa carrière, sur les compétences qu'il a pu acquérir pendant sa carrière, sur ses intérêts professionnels. On fait un bilan de tout ça. On discute avec lui de voies professionnelles qui pourraient l'intéresser ou de voies formatrices qui pourraient l'intéresser. On lui expose 2, 3, 4 pistes. C'est lui qui valide une piste et en fonction de ça, on va mettre en place avec lui un plan d'action qui va être calqué sur son emploi du temps professionnel, donc sportif, sur son emploi du temps aussi personnel. À l'UNFP, on a remarqué quelque chose d'intéressant. Les profils des retraités du foot sont en train de varier. Et la raison qu'il explique devrait vous rappeler le premier épisode de ce podcast.
C'est vrai qu'on a des paysagistes, ceux qui construisent des piscines en Corse, on a de ceux qui ont fait de l'import-export parce qu'ils étaient étrangers, qu'ils sont restés en France, et soit avec des produits locaux de leur pays, faisaient de l'import-export. On a vraiment un mélange. On est sorti depuis maintenant une bonne quinzaine d'années, 20 ans, de l'archétype il va ouvrir un bar tabac ou être entraîneur ou travailler dans une mairie. Voilà, non, on est vraiment sorti de ces aspects-là. Ce qui a fait pour beaucoup aussi, je pense, c'est le travail qu'il y a dans les clubs et dans les centres de formation pour le niveau de base. Aujourd'hui, on a de plus de joueurs qui sont bacheliers. Le niveau de base étant un peu plus élevé, on peut les amener à des études supérieures, ce qui est peut-être moins le cas avant. Et évidemment, toute la révolution dans les années 2000 de l'aspect technologique, de pouvoir suivre des formations à distance pendant leur carrière. Avec son entreprise, Julien Cardy a justement décidé de travailler avec les centres de formation sur la question de l'avenir professionnel. Il y a énormément d'échecs au sortir des centres de formation. Qu'est-ce que ces jeunes-là font ? Il y a malheureusement pas beaucoup de monde qui se pose la question. Et ces jeunes-là, sont laissés un petit peu dans la nature. Donc, une intervention dans les centres de formation pour mettre en place, sans forcément parler de reconversion, mais plus de parler de double projet ou de sensibilisation à d'autres milieux professionnels, c'est une piste que nous, on explore et qu'on souhaite développer également. Est-ce que c'est ça qui pourrait être amélioré ? C'est de sensibiliser un peu plus les footballeurs un peu plus tôt à la question de l'après-carrière ? Ça serait pas de continuer ou d'augmenter ces interventions auprès des jeunes, proposer des interventions d'anciens sportifs pour justement parler et montrer des exemples de réussite et d'échecs, de galères, tout ce qui peut être parlant pour des jeunes qui peuvent se reconnaître dans les personnes qui sont déjà passées par les centres de formation, qui ont déjà vécu une carrière sportive. C'est toujours plus facile de se reconnaître dans des personnes qui ont eu le même parcours. Donc ça, oui, de continuer à faire ça. Arrêter le football, c'est une inquiétude pour beaucoup de footballeurs. Parce que cela veut aussi dire qu'on va tourner la page d'une passion d'enfance, une activité qu'on a pratiquée corps et âme depuis gamin au point d'en faire son métier. Et au moment de s'arrêter, il faut alors se réinventer. Et croyez-le ou non, ce devrait être quelque chose que l'on prépare dès ses plus jeunes années. Si vous avez écouté le premier épisode de Football Society, vous vous souvenez peut-être que l'éducation est devenue essentielle dans le football français ces dernières années. En faisant ce 10e épisode, on peut comprendre pourquoi, parce que ça va avoir une influence directe sur le reste de la carrière du footballeur et sur le reste de sa vie après sa retraite. C'est tout l'enjeu de la reconversion des footballeurs. D'un côté, il faut que les sportifs soient préparés à changer de vie, et de l'autre, il faut que le monde du foot les accompagne assez tôt dans cette transition. La morale de cette histoire, c'est qu'arrêter de faire ce qu'on aime n'est pas une fatalité. On peut même avoir plusieurs vies dans une seule, comme les chats. Mais pour y arriver, les footballeurs doivent aussi vraiment se confronter aux problèmes pour bien retomber sur leurs pattes. Je suis Brice Bossavi. Je suis Semia Haddad et vous venez d'écouter le 10e et dernier épisode de cette saison de Football Society, un podcast du groupe Free. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free, Ligue 1, Uber Eats. Football Society est produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Soukaina Kabal est à la coordination. Cet épisode a été enregistré et mixé à la fugitive. Sa musique a été composée par Olivier Baudin et Benoît Daniel.